Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Je vais profiter de cette période de confinement pour vous tourner un maximum de choses, mettre à jour le blog et tout. Je crois que je vais en profiter, faire beaucoup de programmation. En plus, je vais beaucoup lire aussi du coup. Et on va commencer justement avec Dishonored, l'homme corrodé de Adam Christopher, adapté du jeu vidéo du même nom, Dishonored, chez Brajlon. Très beau livre, on est d'accord que l'objet livre en lui-même est juste génial. Pour ce qui est de l'histoire, on suit deux personnages principaux. Donc d'un côté, vous avez le méchant de l'histoire qu'on voit pas sur la couverture. C'est un homme qui a des pouvoirs, qui peut se déplacer, se transplaner, si je peux utiliser le terme de Harry Potter. Et de l'autre côté, vous avez la Emily. Alors Emily, je ne sais plus. Oui, elle est impératrice donc de l'Empire dont j'ai pas le nom là tout de suite, désolée. Et en fait, elle mène cette double vie entre guillemets, puisque son père est l'assassin en chef espion de l'Empire, et lui a tout appris après le décès de sa mère. Du coup, forcément, elle a de très très bonnes capacités pour fureter un peu partout. Ça m'a rappelé un peu, d'ailleurs, ces descriptions-là, ça m'a rappelé dans Assassin's Creed. Vous savez, quand l'assassin il se fond dans la masse et ne se fait pas voir des autres en fait. C'est à peu près l'état d'esprit. Et en fait j'ai trouvé ce livre extrêmement bien fichu. Pour une fois qu'on a une héroïne badass, qui... Enfin franchement, Emily elle est géniale, c'est un personnage féminin comme on aimerait bien en voir plus souvent. D'ailleurs pour une fois c'est un peu le rôle dans le couple parce qu'elle a un petit ami qu'on voit très peu. Mais le rôle dans le couple c'est un peu inversé par rapport à d'habitude. J'ai trouvé ça super génial. Le méchant est vachement bien fait aussi, je trouve, parce que au final, c'est pas le méchant. Enfin, si, il est classique sans être classique, si vous voulez. C'est les raisons pour lesquelles il est comme il est. Je peux pas dire qu'il est méchant, puisque sa vision des choses n'est pas la même que la nôtre, en fait. C'est deux convictions qui se confrontent, on va dire ça. Et c'est très intéressant de voir l'aspect psychologique de ce personnage-là, même si ça peut faire flipper, je vous l'accorde. Mais je trouve que c'est vachement bien fichu. Par contre, le début du roman, au début, je me dis, oh, t'as commencé à lire un truc pareil. C'était un peu glauque sur les bords quand même. Mais c'est juste le début en fait. Pour vous mettre une bonne mise en bouche, après ça va. C'est un peu ça l'idée. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, j'aimerais bien que Brajlon publie la suite, puisqu'il y a une suite. Alors on peut s'arrêter à ce tome-là, hein. Vous pouvez acheter ce tome-là, il n'y a pas de souci. On sent pas de suite, franchement on peut se contenter du tome 1. Mais j'aimerais bien suivre Emily en fait. Je veux la suivre. Je veux suivre son père aussi, d'autant que j'ai vu un peu ce qui pouvait potentiellement se passer dans la suite. Et je me suis dit, ah, je veux lire ça. Mais bon, apparemment Brajlon n'a pas envie. Je les aime pas. Voilà, c'est tout. Ensuite, Hua Mulan, femme générale de la Chine antique aux éditions Yu Feng. J'ai pas le nom de l'auteur, il est à l'intérieur, mais je vais pas le chercher et j'ai pas envie de le prononcer. C'est la véritable histoire de Mulan. Je mets des guillemets pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils n'ont pas de preuves historiques que Hua Mulan a existé, ils ont juste des indices permettant de savoir qu'une femme a été probablement générale lors d'une guerre chinoise d'il y a très longtemps. Par rapport à une chanson qui a été créée, puisqu'à ces époques-là, les chansons qui existaient étaient des chansons de chants de bataille. Et ça se base forcément sur des faits réels en fait. Du coup, ils pensent que cette femme a réellement existé, qu'elle s'appelait pas forcément Mulan, mais ils savent pas plus de choses que ça en fait. Et ce livre est génial parce que franchement, c'est déjà plus crédible que le Disney. Après, il y a d'autres aspects sur lesquels je me pose des questions, honnêtement. Mais pour le reste, j'ai trouvé que c'était plus cohérent par rapport à l'histoire de la Chine en tout cas. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi les femmes dans l'armée chinoise sont aussi nombreuses, peut-être, je pense d'une certaine manière. Moi je l'ai adoré, j'ai lu presque d'une traite, parce que en fait mon rythme de lecture avait un peu diminué. Là avec le confinement, je peux vous jurer que je suis revenue au taquet, mais du coup je l'ai pas lu d'une traite, mais j'aurais pu je pense, et ouais, ça fait plaisir à lire ce genre de livre, ça devrait exister plus. Ensuite, Insaisissable tome 1 de Tahereh Mafi, je l'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, je devais le lire l'année dernière et puis j'ai eu mes problèmes de santé. Et là pour le défi lecture il rentrait parfaitement dans une catégorie, je me dis allez tu le sors, c'est plus possible. Donc on suit une jeune femme dont j'ai oublié le prénom, c'est vous dire comme ce livre c'est un petit peu compliqué avec moi.
Juliette, oui, parce que c'est la seule qui a un prénom qui sonne vraiment occidental, enfin français, on va dire, contrairement aux autres. Donc Juliette, qui ne peut pas être touchée ni toucher les gens, sinon elle les tue ou elle les fait souffrir en tout cas. Sauf un. C'est pas un spoiler. Hein. Vous allez très vite vous en rendre compte en fait. Mais elle est enfermée, puis elle va être libérée, mais il y a un méchant dans l'histoire. Enfin, c'est une dystopie un peu classique. L'aspect qui n'est pas classique, c'est l'héroïne qui, du coup, du fait de ce pouvoir qu'elle a, qui la terrorise, forcément, à la personnalité qui va avec. C'est cohérent, ça me paraît, sur ce point de vue-là, c'est cohérent. Ce qui n'est pas cohérent, c'est la romance. Après, je peux me dire que si, c'est cohérent parce qu'elle découvre qu'il y a une seule personne, qui peut la toucher sans avoir d'effet secondaire. Du coup, forcément qu'elle se raccroche à cette personne, on peut se dire que effectivement c'est psychologique, c'est mental, mais j'ai du mal avec cet aspect-là. Et je pense que c'est un tome d'introduction parce que il y a 2-3 phrases par-ci par-là qui m'ont fait dire tiens, il y a un truc qui peut être intéressant pour la suite. Et je l'ai attendu en lisant le bouquin, c'est pour ça que j'ai fini, et c'est pas venu. Enfin, je pense sur la fin c'est venu, mais il faudra que je lise la suite pour savoir. Donc je vais lire la suite pour voir. En espérant qu'on ne s'attarde pas trop sur l'aspect romance, parce que franchement, si c'est ça, ça va très vite me gonfler. Et je suis pas sûre de la finir cette série. Si c'est le cas. Et j'espère qu'on va pas se retrouver dans le triangle amoureux avec le méchant, parce que si le méchant c'est un pervers narcissique, pour résumer. Hein. Et autre chose que j'ai pas les mots là tout de suite, mais ouais, c'est ce genre de personne. Donc syndrome de Stockholm et tout ça, vous savez, voilà. Mais non, là franchement ce serait pas crédible du tout. J'espère qu'elle tombera pas là-dedans parce qu'elle a une très belle écriture. Franchement, l'autrice a une très belle écriture, le travail de traduction a été bien fait. J'espère juste qu'on va pas tomber dans les travers. C'est la seule chose qui me fait peur. Suivant. Petits oiseaux de Yoko Ogawa. Depuis le temps que je voulais lire un livre de cette autrice. Il fallait lire ce mois-ci un roman écrit par une femme, du coup je l'ai sorti. Il paraît épais, il n'est pas si épais que ça, il fait même pas 300 pages. Et en fait on suit, alors je raconte juste le début, au début on vous dit qu'un monsieur est mort. Alors oui, par les temps qui courent, lire ça, je me dis d'accord, bien choisi ton livre toi. Donc un monsieur âgé meurt, il a dans ses bras une cage dans laquelle il y a un oiseau à lunettes. Et l'oiseau va s'envoler et tout le monde va être émerveillé par cet instant un peu particulier. Et après on va suivre en fait la vie de cet homme, de son enfance jusqu'à ce qu'il meure. Et en fait au début j'avoue que j'ai eu très peur en le lisant. Je me suis dit l'écriture est très atypique, c'est pas ça qui m'a gênée. C'est le fait que ce soit assez sombre et au début, forcément. Mais très vite, en fait, je me suis laissée embarquer. Parce que l'aspect humain, l'aspect psychologique, l'aspect poétique, je pense qu'on peut le dire. Parce qu'il y a le rapport aux oiseaux est énorme dans ce livre. Franchement, j'ai appris plein de trucs sur les oiseaux. Je pense que le travail de recherche de l'autrice a été mais, très 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 poussé. Et les traducteurs aussi ont dû avoir un sacré boulot aussi à faire. Mais du coup, je me suis laissée porter par cette histoire où on suit donc ce monsieur enfant avec son frère aîné qui lui, en fait, son frère aîné parle le pao-pao, donc c'est le langage des oiseaux, et ne sait pas s'exprimer autrement, et ce jeune homme est le seul à comprendre son frère. Et là, le seul à savoir traduire ce que dit son frère. Et en fait, je sais pas, alors il faudrait que je demande à ma meilleure amie, elle saura peut-être me dire, mais je me suis demandé tout au long du livre si ces personnages-là, les deux, n'avaient pas une forme d'autisme d'une certaine manière, je sais pas, j'ai peur de mettre un gros cliché en fait, mais c'est l'impression que ça m'a donné en fait, parce que le monsieur aux petits oiseaux, donc c'est le surnom qu'on lui donne, tout au long du livre on se rend compte qu'il a quasiment pas de vie sociale, qu'il a une routine, vraiment une routine qui se met en place. Pour ce qui est de son frère aîné, si je pense vraiment qu'il y a une forme d'autisme là pour le coup. Après c'est considéré comme un conte, il est vachement long comme conte. Je vois pas l'aspect conte, je vois l'aspect humain, il est là, l'aspect humain, la différence, le fait que les clichés, le fait que les gens réfléchissent pas, qu'ils accusent les gens sans rien savoir, l'égoïsme d'une certaine manière, l'individualisme qui est pointé un peu aussi, et ouais, il y a des choses comme ça. Après,
J'ai pas encore assez de recul, je pense, sur ce livre. C'est un peu compliqué d'en parler là à chaud parce que je l'ai fini aujourd'hui et que j'ai lu un manga juste après, mais ouais. En fait, je me suis laissée porter pour le rapport aux oiseaux. C'était les passages vraiment très beaux. Dès qu'on parlait des oiseaux, j'étais bien à fond dedans. Et dès qu'on quittait un peu cet aspect-là, j'étais moins emballée en fait. Il était un peu... Ça reste un bon livre quand même. Mais c'était très intéressant. J'ai trouvé la démarche très particulière. Ouais, c'est pas si faux ce qui se dit au dos du livre. C'est pas si faux. Ouais. À la limite, lisez le résumé. Ça, à la fin, vous donnera une idée de ce qui se dégage de ce livre à peu près. Ensuite, on va faire Noragami. On va commencer par ça parce que j'en ai lu 4 sur... Bon, il reste encore 4 à lire, je crois, ou 3. Enfin, bref. Donc de 13 à 16. J'ai pas lu ce manga. Ça faisait 4-5 ans que j'avais pas lu la suite. Donc forcément que j'ai relu un petit peu le tome précédent, qu'en plus comme je suis une quiche absolue, alors cette série il y a une poisse monumentale. Déjà j'ai acheté 2 tomes, j'avais pas acheté les 2 précédents. Et là en plus j'ai lu le 16 avant de lire le 15. C'est pas grave. C'était dimanche, hein, le dimanche moi je suis toujours... ça plane sec. Enfin bref, cette série est géniale, je l'adore, je la surkiffe. Et il y a des moments où je revois mon évolution de lectrice parce qu'il y a des passages qu'avant j'aurais rigolé à mort, mais maintenant je me dis c'est un gros cliché de shonen quoi. Et ça me faisait un peu grincer des dents. On voit que le mouvement MeToo est un peu passé par là, mais sinon dans l'ensemble franchement c'est top. J'adore l'évolution de la série, j'avais oublié un certain truc, mais du coup c'est rappelé dans l'histoire donc ça va. Et je m'étais dit mais oui c'est vrai. Et du coup j'étais à fond dedans, j'étais partie pour lire la suite, j'ai dit non. Non, de toute façon il est tard, faut que tu ailles te coucher, demain tu bosses. Enfin bref. Ensuite, Le patron est une copine de Nagabe aux éditions Komiku, donc c'est un seinen, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors oui, c'est de l'anthropomorphisme, je sais plus comment on dit ça, enfin c'est expliqué dans le manga. Et en fait, ce personnage est un homme qui se travestit. Et, sauf qu'il le cache à ses employés, jusqu'au jour où, évidemment, alors ce manga, honnêtement, soyons honnêtes, moi c'est Nagabe, c'est le manga L'enfant et le maudit que j'aime beaucoup. Et je me suis dit j'y vais l'acheter parce que j'aime beaucoup l'idée de ce manga, de ce qui se dégageait, rien que le graphisme là. Et en fait, tout du long, je me suis dit c'est bourré de clichés. Mais le fait que les personnages ils les aient dessinés comme ça permet de voir au-delà en fait. Justement de voir la critique derrière. Et du coup ça permet d'avoir une vision d'ensemble différente. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est justement qu'on parle beaucoup de la psychologie. Du coup, on met plus l'accès sur la psychologie que sur le dessin. En fait, c'est ça l'intérêt. On voit que le dessin, c'est juste pas possible. D'ailleurs, Nagabe, à la fin, il y a un petit speech sur la raison pour laquelle il a été édité ce manga. Et il dit lui-même qu'il n'avait jamais pensé à le publier. C'est un éditeur qui est venu le chercher et il s'est dit ça va pas se vendre. Mais en fait si, au contraire, justement parce que c'est atypique, les gens vont l'acheter et les gens vont voir ce que c'est que d'être travesti, comment on le devient, qu'est-ce qui pousse à faire ça, et le fait d'être homosexuel ou pas, l'importance des relations amoureuses, le respect de l'autre, très important le respect de l'autre. Je trouve que le personnage du patron est vraiment bien dans cette ambivalence justement. Il représente bien cette ambivalence. Alors c'est pas aussi bien que dans celle que je suis, ou celui... Je sais plus, il y a un manga dans le même état d'esprit où à un moment donné, il y en a un qui travaille dans un bar. Alors là c'est le même principe, mais c'est traité de manière différente, c'est très intéressant. La psychologie est vraiment bien traitée. Après il y a des clichés, mais enfin, le triangle amoureux, là, enfin, tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas allé au bout du cliché. Donc lui, Nagabe lui-même dit, il y a des erreurs dans le manga, il y a des clichés, mais c'est lui quoi. Donc ça passe. Donc c'est pas le chef-d'œuvre de Nagabe, hein. C'est pas L'enfant et le maudit, mais il est chouette quand même. Et puis c'est l'épée, une de ça paraît pas. Ensuite, un manga que j'ai très bien choisi en période de confinement, le lundi qui a précédé le confinement. J'ai lu ça. Parasite amoureux, le tome 1 de plein de gens. Je crois qu'il y a plein de gens qui... Oui, donc j'ai pas envie de dire les noms. Chez Delcourt Tonkam. Il existe en roman aussi. Il a été édité en roman. Je lirai la version roman parce que je veux vraiment voir la différence entre les deux. On suit un mec qui a créé un virus informatique qui, le soir du Nouvel An, bloque toutes les connexions portables, internet et tout ça, et du coup empêche les gens de se voir. Surtout les couples, c'est son but ultime.
il est au chômage, c'est un raté, enfin voilà. Et quelqu'un va lui faire du chantage et va lui dire je révélerai tout, sauf si tu acceptes de créer un lien avec, cette adolescente-là. Et bien sûr qu'il va accepter. Hein. Sauf que ils vont se rapprocher et que ce lien qui va les rapprocher, en fait, on se rend compte que c'est basé sur tous les deux ont des phobies en fait. Et c'est pour ça que je dis c'était pas le moment. Parce que ce chômeur en question, en fait, il est hypochondriaque. Tout ce qui est microbe, tout ce qui est... voilà, il est toujours en train de se laver les mains, il supporte pas le moins de contact physique. Même la nourriture préparée par quelqu'un, il peut pas le manger. Enfin, vous dire le délire. Hein. Et elle a sa propre phobie que n'importe quelle femme peut peut-être ressentir. Je pense qu'il peut y avoir une empathie avec ce personnage-là, bien qu'elle soit très atypique. J'ai appris des trucs au niveau scientifique, parce qu'il y a un aspect scientifique quand même. Et que certes, alors je ne sais pas si c'est mis en shoujo ou pas, mais moi je le mettrai pas en shoujo. Si c'est mis en shoujo, c'est un regret parce que je trouve que le shoujo n'a pas lieu d'être. Pour le coup, la relation entre guillemets, oui, elle est là quand même, mais c'est pas l'intérêt premier. Et je regrette de ne pas avoir acheté le tome 2 quand j'étais en librairie à ce moment-là, parce que là je vais devoir attendre la fin du confinement et je suis frustrée. Voilà. J'ai adoré ce manga, pour résumer, voilà. Et le meilleur pour la fin, Empereur du Japon, tome 2, de plein de gens aussi, et j'ai pas envie de dire les noms. Et donc c'est chez Delcourt Tonkam. Quand il y en a plus, il y en a encore. Vivement le tome 3. Et on se rend compte que ce monsieur, là, Hirohito, était très très intelligent. Loin d'être con ce monsieur, je pense que c'est les autres qui l'ont pris pour un con. Vraiment. Je me souviens plus trop du contenu exact, par contre je suis curieuse de rencontrer réellement celle qui va devenir sa femme. Enfin, j'imagine que c'est elle, en tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre, parce qu'elle a l'air d'être une personne très intéressante à connaître, très intelligente aussi. Je pense que ça peut être franchement chouette. On voit les manœuvres politiques aussi, l'intelligence de la mère de Hirohito. Ça, la mère de Hirohito, je pense que on va la revoir et qu'elle va pas avoir un rôle anecdotique, on va dire. Tout ça pour dire que ce manga est extrêmement intéressant. Alors certes, je pense qu'on peut dire avec quasi certitude qu'il y a un aspect romancé dans ce manga. C'est pas possible autrement. Mais dans le fond, le fond il doit être réel quoi. Et ouais. Et les graphismes sont toujours très beaux. Il y a aussi un peu de poésie dedans. J'arrive à avoir dans un manga, avoir une forme de poésie qui ressort, c'est très compliqué. Et là, il y a 2-3 passages, mais... Enfin, c'est pas... Elle, c'est sa future femme, je pense. Mais la nounou apparaît encore, et je me suis dit, mais ce personnage, j'espère qu'on va le voir encore. Elle est importante, et moi, je l'aime de tout mon cœur, cette dame, voilà. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé ou pas, ou ce que vous avez lu dernièrement. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!